Bienvenue, welcome everyone. Thank you for coming this morning. We're here to celebrate the installation of Monsieur Yad Ben-Achur, who I chair at the Collège de France for Francophone Studies. We are proceeding in both English and French today, which I will take as a tribute to the long friendship of the United States and France, two great revolutionary countries that have supported each other in seeking freedom and democracy for several hundred years, from our revolution through 2 world wars and to the present day when democracy is still very much under threat. We'll begin this morning with the presentation of the colloque by our honored speaker, Monsieur Yad Ben-Achur, and then we will continue with presentations from a distinguished panel. For those of you who wish translation, the equipment is outside. There is presentation in both English and French, for which I thank our hardworking translators. Merci beaucoup. So, Monsieur, commencez. Thank you very much. Merci beaucoup, Jack, pour le... D'abord, je voudrais commencer par remercier le président de notre séance d'avoir fait un si long déplacement pour venir participer à ce colloque. Je voudrais remercier également tous les présents. C'est fermé. Ah, pardon. D'accord. D'accord. Je remercie également les auditeurs d'être venus si tôt pour assister à ce colloque qui clôt donc le cycle de mes cours au Collège de France que j'ai commencé le 4 novembre dernier. Alors, je vais directement aller au sujet et je commence par la question fondamentale. Pourquoi nous réunir ici pour répondre à une question qui semble si simple en apparence? Qu'est-ce qu'une révolution politique? La réponse, c'est que précisément la question n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Il est vrai que l'utilisation courante, comme l'utilisation savante, par exemple celle des historiens, peut sembler aller de soi, sans soulever de problème. Nous savons d'une manière évidente de quoi nous parlons lorsque nous utilisons des expressions comme la glorieuse révolution d'Angleterre, la révolution française de 89, la révolution de l'indépendance américaine, etc. Mais comme nous allons le voir, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Le concept de révolution a été élaboré à partir de situations historiques particulières, n'est-ce pas? Il a ses origines. C'est un concept qui permet de penser à un phénomène général de discontinuité dans l'histoire qui englobe à son tour plusieurs situations concrètes. Les révolutions politiques ont un seul dénominateur commun, la rupture dans le gouvernement des sociétés au nom d'une revendication de justice ou de liberté élevée par le peuple et plus exactement par une portion du peuple. Jamais le peuple en entier ne se soulève pour une révolution. C'est toujours une partie du peuple et c'est d'ailleurs souvent une partie minoritaire. Au-delà de ce constat, nous avons une incalculable diversité d'espèces. Et pour comprendre le concept de révolution, il faut donc en refaire la genèse historico-spatiale. Et si on fait cet exercice, nous allons forcément aboutir à la conclusion que le concept de révolution n'est pas figé, parce que tout simplement, il ne peut pas l'être. Tout d'abord, l'historiographie se divise et se déchire même quand il s'agit de donner sens à un événement révolutionnaire. L'historiographie qui est unie sur les faits se désunit sur leur compréhension. Et les chapelles autour des révolutions sont incalculables. Par ailleurs, le concept issu de certains développements, plutôt certaines expériences,
évolue nécessairement avec l'apparition et le développement d'autres expériences, de nouvelles expériences. Le concept et le mot de révolution s'enrichissent, par conséquent, se démultiplient, se dilatent, se rétrécissent, se fragmentent en traversant l'histoire. Et il serait excessif de s'arrêter à un sens unique de la révolution, dans la mesure où cette dernière non seulement dépend des circonstances locales et internationales qui l'entourent, mais que ses origines, son contenu, sa portée, ses conséquences ne peuvent obéir à un standard unique, encore moins à un quelconque déterminisme. Et c'est probablement à cause de cette indétermination qu'il peut y avoir des théories multiples, évolutives et même contradictoires des révolutions. Il me semble par conséquent que pour définir une révolution politique, il faut strictement s'en tenir au nom du principe de compréhensivité et de comparabilité au caractère commun qui puisse englober toutes les expériences de révolution dans l'histoire. Mais déjà à ce stade, les difficultés ne manquent pas. En premier lieu, la qualification de révolution relève souvent d'une décision après coup prise par quelques historiens qui se situent en première ligne, les premiers historiens qui étudient, qui examinent la situation d'une révolution. Et dans ce cas, il s'agit donc d'une lecture rétrospective de l'événement révolutionnaire, et une fois que cette décision a été prise et qu'elle a été acceptée, des questions majeures vont toujours rester en suspens. Par exemple, quels sont les faits pertinents sélectionnés pour décider que telle ou telle série d'événements constitue une révolution? Comment expliquer ces causes et quelles sont ces causes? Quels sont ses effets? Quelle est sa portée? Les réponses à ces questions divergent et de spécialiste à spécialiste, nous entrons dans la polémique caractéristique du monde des sciences sociales. Ce monde des sciences sociales dispose de ses propres concepts analytiques. Révolution, royauté, république, tyrannie, constitution sont des concepts des sciences de l'homme social, étudiés par l'histoire, par la sociologie, par l'économie. La difficulté dans notre domaine, c'est-à-dire dans celui des sciences sociales, c'est que les concepts ne font pas l'objet d'un accord, encore moins d'une unanimité des concepteurs. Et le malheur, c'est que chaque spécialiste veut être un concepteur, apportant une nouvelle approche, de nouvelles perspectives et même de nouveaux concepts. En effet, les différents spécialistes et savants en sciences sociales élaborent leurs propres outils de travail, notamment leurs concepts, chacun selon ses propres choix et sa propre décision. Et ces choix et ces décisions dépendent de l'environnement du chercheur, c'est-à-dire de sa propre expérience, de ses travaux antécédents, de son objectif, parfois voilé d'ailleurs, et même de ses tendances politiques. Le résultat est que le concept devient une matière fluide, malléable et parfois même obscure. Si je considère par exemple des concepts bien ancrés dans le monde du droit que je connais bien, si je considère des concepts de constitution par exemple, ou de loi, ou d'administration, ou même de droit, eh bien je constate que chaque auteur, chaque juriste doit préalablement à toute entrée en matière présenter sa définition du concept parce qu'aucun d'eux ne fait partie d'une définition unanimement acceptée et n'échappe donc à ce qu'on pourrait appeler la mollesse ou la fluidité des concepts. Le concept de révolution n'échappe pas à cette règle. Et mon ami Mohamed Hachmaoui, qui vient de rentrer et qui me fait le plaisir d'être avec nous ce matin, vient de rédiger un texte qui met fin à une doxa. C'est juste pour vous donner un exemple. Nous considérons tous la révolution algérienne de l'indépendance comme incarnée par le FLN algérien. C'est ce que nous répétons à longueur de journée, sans discussion possible. Or,
le professeur Hachmaoui vient justement de nous mettre en garde pour nous dire ceci. On peut le suivre et on peut ne pas le suivre, mais enfin, c'est pour vous dire que le concept reste toujours discutable. Il vient de nous dire qu'il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une contre-révolution, le FLN et toute son action, parce que la véritable révolution, c'est dans le parti patriotique algérien de la première heure, celui de Messali Hadj, qui véritablement représente la révolution. Dans mon esprit à moi, avant, je suis tunisien, je suis maghrébin, je connais donc bien l'Algérie. Pour moi, il était évident que la révolution, c'était le FLN et que Messali Hadj était considéré par ce que Mohamed appelle la doxa comme un traître, comme un contre-révolutionnaire. Or, voilà que les concepts sont complètement renversés. Cet exemple que je le donne tout simplement pour dire que, comme le dit Gabriel Martinez-Gros, qui est un islamologue, un concept est une saisie inventive du réel. Une saisie inventive. Tel est le cœur de notre problème. Et les véritables savants en sciences sociales sont conscients du fait que leurs concepts ne sont pas et ne peuvent pas être des absolus. Certes, la description pure et simple des faits sur la base de preuves authentiques et de preuves certaines ne peut pas être discutée. Le rapport sur les faits, sur la base de preuves authentiques, des preuves écrites ou des preuves orales, constitue lui-même une source authentique. Donc le problème n'est pas au niveau des faits. Le problème, c'est qu'aucun spécialiste, aucune science ne peut s'arrêter à la simple description brute des faits. La science des faits politiques et sociaux n'est pas un simple reportage. La science historique, la sociologie, l'anthropologie, le droit ne sont pas de simples reportages sur les faits. Par conséquent, comme nous l'avons déjà vu précédemment, donc au-delà du reportage, nous entrons dans l'interprétation et dans la conceptualisation. Et plus on s'élève dans la conceptualisation, comme le disait Claude Lévi-Strauss, plus on oublie les détails, plus on oublie les faits. Et à partir de ce moment-là, et étant donné les difficultés et les questionnements que nous avons précédemment évoqués, toute science sociale doit accepter le statut de science hypothétique. Et quand je dis science hypothétique, ce n'est certainement pas pour nier le caractère scientifique des sciences sociales. Au contraire, le fait d'être une science hypothétique, ce n'est pas du tout la négation du caractère scientifique de la discipline. Les phénomènes sociaux historiques qu'on décrit par le concept de révolution n'échappent pas à une autre difficulté des sciences sociales, celle d'être positivement ou négativement connotés sur le plan du jugement de valeur. Donnons des exemples, quelques exemples. Si je prends les concepts de démocratie, république, tolérance, paix, liberté, révolution, eh bien, je constate que ces concepts se donnent à voir, en tout cas de nos jours, comme des concepts attractifs, politiquement parlant, mais également philosophiquement et moralement parlant. Alors que d'autres concepts tels que tyrannie, populisme, dictature, violence, xénophobie, colonialisme, racisme, constituent au contraire des concepts négativement connotés. Et quelle que soit la prudence du chercheur, il ne pourra échapper à ce résultat parce que, contrairement au concept des sciences exactes et des sciences technologiques, sa matière lui échappe et échappe également au cercle de ses confrères de métier. Elle fait partie du domaine public auquel le chercheur appartient d'ailleurs, et les sciences sociales, d'une manière générale, étant donné que ce sont des sciences de la cité, ne peuvent échapper à cette captation par la vulgarisation, ce qui les conduit nécessairement sur le terrain des connotations valorisantes, laudatives, victimisantes, méprisantes, qui circulent dans la presse, dans les médias, dans les films historiques et dans les romans historiques. J'ai plusieurs exemples, n'est-ce pas, les films historiques, je n'ai pas besoin d'en parler, il y en a des tas, les exemples ne manquent pas. Les romans historiques également, il y a les illustrés, les médias.
Et je vais vous dire une chose qui peut-être que ma génération connaît bien. J'ai fait mon premier apprentissage de la Révolution américaine, de l'indépendance, par l'intermédiaire d'un illustré qui s'appelle Blake le Rock. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cet illustré, Blake le Rock, et puis alors on lisait des tas d'illustrés, Kit Carson, Buck John, etc., etc. Donc, notre premier apprentissage de l'histoire et des révolutions se fait par l'intermédiaire de films historiques, de romans historiques ou d'illustrés. Je prends par exemple le cas de Ken Follett, comme ces romans historiques, La chute des géants, L'hiver du monde, Aux portes de l'éternité. Je prends l'exemple de la littérature, les romans historiques comme Salammbô, Guerre et paix, Les Trois mousquetaires, etc., etc. C'est pour vous dire que vous voyez que la difficulté de concept de la science sociale et notamment de révolution, c'est qu'ils sont à cheval entre le monde de la science et le monde de l'opinion, et le monde, la fabrique de l'opinion. Et la conséquence de cet état de fait est très sérieuse. En effet, le concept de révolution ne décrit pas simplement et de manière neutre une situation historique donnée. À cause de son imbrication inévitable à la fois dans le champ scientifique et dans celui de l'opinion, il ne peut pas être vu ou compris avec une attitude philosophique, politique ou morale marquée par l'indifférence ou la neutralité. Chaque auteur, chaque chercheur, mais également, ce qui est important également, chaque lecteur va vibrer avec antipathie ou avec empathie pour la révolution sur laquelle il cherche à s'informer. Et j'ai étudié les analystes de la Révolution française, j'ai constaté qu'il était incroyable, n'est-ce pas, la passion qui est derrière le chercheur et l'empathie, ou au contraire l'antipathie qu'il avait pour l'objet de sa recherche. Voilà un autre exemple. Vous avez vu que dans le diptyque là, qu'on a distribué pour ce colloque, qu'est-ce qu'une révolution politique, figure l'image de Nelson Mandela. Ce qui est curieux, c'est que la révolution de l'ANC et de Nelson Mandela et de ses compagnons ne figure pas dans les livres sur les révolutions. Or, à mon avis, ce fut la plus grande révolution du XXe siècle. La plus grande révolution du XXe siècle. C'est parce qu'elle a des caractères particuliers, il y a une certaine, elle déroge, disons, aux critères communément admis pour la définition des révolutions. C'est pour ça qu'elle ne figure pas dans les grands livres sur les révolutions. Et c'est ainsi que révolution va devenir un champ de compétition. Il existe en quelque sorte un Oscar des révolutions. Chaque protagoniste aimerait entrer dans le champ compétitif et, si possible, gagner l'Oscar des révolutions. Lorsque la révolution tunisienne, je vous donne un exemple que j'ai vécu personnellement, lorsque la révolution tunisienne a éclaté dans les années 2010-2011, nous nous sommes tous engouffrés dans ce champ compétitif, les uns prétendant qu'il ne s'agissait pas d'une révolution, que c'était un non-événement historique, un feu de paille, qui ne méritait pas le nom de révolution, alors que d'autres, dont je suis, mais moi je suis conscient, alors que d'autres ont développé tous les arguments contraires en vue de recevoir ce championnat ou cet Oscar des révolutions. Et le prix Nobel de la paix qui a été reçu en 2015 par les organisations du dialogue national post-révolutionnaire en Tunisie a été reçu par les partisans de la révolution tunisienne dont je suis comme un acte de reconnaissance, comme un acte de consécration. Une autre question importante découle de la précédente. Elle se situe sur le plan des préférences idéologiques et des jugements de valeur. De ce point de vue, les révolutions n'appartiennent pas à la même famille. Les révolutions prolétariennes ou paysannes, les révolutions religieuses, les révolutions libérales invoquent les mêmes concepts, invoquent toujours les mêmes concepts. Les concepts révolutionnaires sont d'une affreuse banalité. C'est toujours les concepts de justice, de dignité, de liberté qui se répètent et qui recommencent, quelle que soit la nature de la révolution, mais les révolutionnaires et les révolutions en donnent des compréhensions totalement opposées. À titre d'exemple,
Est-ce que quelqu'un ici pourrait me dire exactement ce que c'est qu'une révolution démocratique? Là encore, chacun va construire un modèle conforme à ses propres aspirations. Vous voyez par conséquent, mesdames et messieurs, que le concept de révolution est sous le joug d'une certaine obscurité et même d'un certain danger, parce qu'il est loin d'être une idée claire et les différents spécialistes qui ont été invités par le Collège de France aujourd'hui dans le cadre de ce colloque et dans le cadre de mon cours sur les révolutions dans la pensée et dans l'histoire des faits vont certainement nous aider. Nous aider dans quoi? Nous aider dans cet apprentissage scientifique de la modestie. Je voudrais remercier tous les intervenants, je vais les citer un à un. J'ai déjà parlé du professeur Jack Goldstone. Vous avez dans ce petit livret, vous avez leur biographie très très succincte, mais ils vont intervenir donc sur les sujets suivants. Après moi, Federico Tarragoni va intervenir sur le sujet « Penser les révolutions à l'échelle individuelle, la subjectivation révolutionnaire ». Ensuite, nous écouterons Gaël Demlemestre. « Qu'est-ce qu'une révolution politique moderne ?» Je reprendrai la parole à 10h45 après la pause pour essayer de tirer les leçons de la révolution tunisienne. Ensuite, avec la présidence de Federico Tarragoni, nous écouterons le professeur Jack Goldstone qui va nous développer une idée clé que j'estime fondamentale dans son livre si important qui s'appelle Revolution, Short Introduction, yes, it's correct. Donc la révolution, son livre sur la révolution. Ensuite, nous écouterons cet après-midi Amit Bouzarslan sur les révolutions arabes à la lumière des événements d'Algérie, du Soudan, d'Irak et du Liban, parce que ça continue dans le monde arabe, nous verrons. Et ensuite, nous écouterons Mathilde Larère, qui est l'auteur, avec une équipe, d'un très beau livre sur les révolutions, un livre illustré, un grand livre illustré sur les révolutions, qui nous parlera de la circulation des révolutions politiques. Je les remercie tous. Et je redonne la parole au président en m'excusant d'avoir dépassé peut-être un petit peu mon temps de parole. Je vous remercie.